Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Cet épisode est assez spécial puisqu'on va aborder les différentes tendances à l'intérieur du malikisme. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de cette école juridique, cette pierre angulaire de la tradition juridique marocaine. Mais derrière l'unité apparente de cette école se révèlent des réalités protéiformes, se cachent plusieurs courants et approches qui ont nourri son évolution au fil des siècles. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble ces différentes tendances à l'intérieur même de l'école malikite. Comprendre leur spécificité et leur influence sur la pratique religieuse au Maroc est important. Un voyage passionnant au cœur de la richesse et de la diversité du malikisme marocain. La plupart des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire de l'école malikite et de ses branches s'accordent à dire qu'après la mort de l'imam Malik ibn Anas, des germes des grandes écoles malikites ont émergé à travers le monde islamique, porté par ceux qui avaient étudié auprès de l'imam et adhéré à sa doctrine et à ses méthodes de déduction juridique. Ces fameuses germes se sont développées pour devenir des branches majeures de l'arbre immense qui est devenu le malikisme, au point que chaque branche finit par constituer presque une école à part entière, sous la bannière de l'école doctrinale principale. Chacune de ces écoles a développé une activité scientifique qui lui était propre. On peut identifier entre autres 5 écoles principales. L'école médinoise, la matrice originelle, puis les écoles égyptiennes, irakiennes, maghrébines et andalouses. Pour discuter les subtilités d'une école à une autre, parlons un peu de l'école irakienne en guise d'exemple. L'école malikite irakienne constitue l'une des expressions les plus raffinées et intellectuellement dynamiques du madhab malikite dans ses débuts. Elle s'est développée dans un environnement caractérisé par un penchant rationaliste, une grande ouverture au débat rationnel et un vif intérêt pour les sciences du raisonnement, notamment l'argumentation dialectique, les fondements du droit, les usul al-fiqh, et les différentes formes de qiyas, de l'analogie. C'était la mode en Irak à l'époque. Cette école s'est distinguée par une méthodologie originale et en matière de production juridique, reposant sur l'indépendance de la réflexion, l'approfondissement des fondements et une démarche analytique articulée autour de l'examen des preuves plutôt que du simple enregistrement des transmissions. Contrairement aux autres branches du malikisme, comme celle de Kairouan ou de Cordoue, qui s'attachaient davantage à la préservation des formulations textuelles de la Mudawwana et à l'analyse linguistique des expressions de Sahnoun, les malikites irakiens ont adopté ce que l'on a appelé la méthode des Irakiens, du coup, consistant à se concentrer sur les cas juridiques, les isoler et structurer leur traitement sous forme de problématiques autonomes et à en justifier les jugements à travers des démonstrations rationnelles ou scripturaires. Dans un style proche finalement des logiciens et des spécialistes des débats juridiques, dont l'Irak était le berceau. Cette orientation a profondément influencé leur manière de composer leurs ouvrages. Là où les écoles occidentales compilaient les récits, les Irakiens produisaient des traités structurés autour des arguments. Comme le soulignent des chroniqueurs, les Irakiens ont fait des questions de la Mudawwana un socle à partir duquel ils bâtissaient des développements systématiques
par le biais de l'analogie et du raisonnement, le raisonnement juridique, sans se limiter à la simple critique textuelle des mots ou à la confirmation des variantes de transmission. Tahriru al-riwayat. Ce positionnement méthodologique s'est traduit dans des œuvres majeures comme Al-Ma'ouna et Al-Ishraf du juge, du qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi, ou encore le Tathri' d'Ibn al-Jallab, un ouvrage dans lequel transparaît une forte inclination vers la codification des règles juridiques générales, appelées aujourd'hui les qawa'id fiqhiyya. La notion même de taq'id, donc l'élaboration de la règle, devient une caractéristique centrale de cette école, révélant une ambition de rationalisation, de systématisation du fiqh malikite à partir des principes du madhab, mais aussi à travers une confrontation active avec les autres traditions juridiques dominantes à Bagdad, comme les Hanafites et les Shafi'ites. Les juristes de cette école ne se contentaient pas de répéter les positions de l'imam Malik, mais s'efforçaient d'en dégager l'esprit et la logique sous-jacente, dans un souci de pérennité et d'extension du raisonnement juridique. Ils furent également pionniers dans l'élaboration d'ouvrages portant spécifiquement sur les différenciations juridiques, les furuq. Al-Qadi Abdul Wahhab a été considéré comme l'auteur d'un des premiers livres du genre de la littérature des furuq chez les Malikites. Longtemps avant Al-Qarafi, bien sûr. Alors cette méthodologie se caractérisait aussi par la prise en compte du khilaf ali, les divergences entre grandes écoles, comme élément structurant de la réflexion, ce qui leur conférait une plus grande ouverture d'esprit et une meilleure maîtrise du paysage juridique islamique global. À cela s'ajoute leur goût prononcé pour le fiqh hypothétique, al-fiqh al-taqdiri, une pratique intellectuelle qui les poussait à imaginer des cas juridiques, inédits ou improbables, dans le but de tester la robustesse des principes et d'en explorer les conséquences logiques. Ainsi, la production doctrinale de l'école irakienne, bien que souvent marginalisée par les écoles plus conservatrices de l'Occident islamique, représente un sommet d'audace intellectuelle dans l'histoire du fiqh malikite. Elle témoigne d'un effort méthodique pour faire du droit musulman une science véritablement rationnelle, capable de dialoguer avec les autres disciplines et de répondre aux défis intellectuels posés par la diversité culturelle et doctrinale de son époque. Ce legs demeure aujourd'hui une ressource précieuse pour quiconque souhaite comprendre les potentialités réflexives du madhab malikite et renouveler son approche à la lumière des exigences contemporaines. Cependant, il est connu de certains qu'une autre école indépendante, non moins importante que celle précédemment citée, est longtemps restée négligée malgré son rôle historique, puisqu'on parle du Maroc. Lorsqu'elle est mentionnée, c'est souvent de manière annexe à l'école maghrébine, la grande école, qui couvrait un vaste territoire géographique. Cette école, c'est l'école malikite de Fès. Le manque d'attention porté à cette école, à ses membres et à son histoire est principalement dû à ses propres habitants. Car jusqu'à présent, elle n'a pas bénéficié de l'étude approfondie et de l'attention qu'elle mérite, contrairement aux autres écoles. Pourtant, des ouvrages ont mis en lumière cette école, son importance, et ont classé ces figures emblématiques en leur consacrant des notices biographiques. Plusieurs ouvrages de prosopographie, c'est comme ça qu'on appelle les ouvrages consacrés à l'exposé de la biographie de ce type, des savants de ce type. En l'occurrence, donc c'est les ouvrages de Tabaqat, en l'occurrence celle des savants malikites, dans ce qui nous intéresse, évoquent les branches de la grande école malikite du Maghreb,
évoque celle d'Irak, celle d'Égypte, celle de Ifriqiya, donc de Tunisie, celle d'Andalousie, et termine par celle de Fès. Ailleurs, certains chroniqueurs désignent cette dernière sous le nom de branche des deux Maghreb, l'extrême et le moyen, sous l'appellation donc de l'école de Fès. Certains vont même plus loin en classant les générations de savants de chaque branche, y compris celle des savants de Fès, commençant par le juriste Darras ibn Ismaïl al-Fassi, dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, sur l'ash'arisme, qu'il considéra comme le fondateur de l'école malikite de Fès. Certains attestent qu'il a écrit un certain nombre de choses sur le malikisme. Certains disent que c'est avec lui que fut établie la branche de Fès, qui rassemble les savants de l'extrême et du moyen Maghreb, comme nous l'avons dit. L'école de Malik apparut à Médine, donc, se diffusa de son vivant, et après sa mort, dans de nombreuses régions et contrées, notamment le Hijaz, l'Irak, l'Égypte, la Libye, l'Andalousie, l'Ifriqiya, la Sicile, le Soudan, ainsi que ce qu'on appelle les deux Maghreb, al-Maghreb al-Aqsa ou al-Adna. Cependant, son expansion fut particulièrement marquée en Irak, en Égypte et dans ces contrées. La situation dans ces régions mérite d'être mentionnée et étudiée car elle représente des branches distinctes du malikisme, chacune avec ses propres figures classées chronologiquement. D'autres écoles ne vérifient pas cette variété à l'intérieur d'elles-mêmes, comme celle qui existe dans le malikisme. On a parlé de différents courants et tendances. L'école de Kairouan, avec des figures tutélaires telles que Ali ibn Ziyad, qui était le disciple de l'imam Malik, qui a transmis sa Muwatta, a également des figures telles que Sahnoun, l'auteur de la Mudawwana, le compilateur si l'on peut dire. L'école de Cordoue a des figures tutélaires telles que Yahya ibn Yahya al-Laythi, par exemple, Al-Masmoudi, qui lui aussi a été disciple de l'imam Malik, et lui aussi a été le transmetteur de sa Muwatta. D'ailleurs, ces deux écoles, kairouanaise et cordouane, migrèrent par la suite vers Fès. Et donc, l'école de Fès serait la synthèse, la cinquième école qui, après ces quatre écoles bien connues, synthétiserait les deux courants cordouan et kairouanais. D'ailleurs, les chroniqueurs décrivent Fès comme un berceau du fiqh. Cette branche Fès-ci devint par la suite la représentante du malikisme dans tout le Maghreb, et particulièrement en Al-Andalus, après que ces savants eurent migré et s'y furent établis. Si les textes que nous avons cités confirment l'existence d'une cinquième école malikite, fondée au Maghreb, aux côtés des quatre écoles célèbres, et qu'elle fut connue sous le nom d'école malikite de Fès, les informations qui nous sont parvenues à son sujet restent malgré tout très lacunaires et ne rendent pas justice à son importance, et c'est là que les chercheurs ont un rôle à jouer. Je vous remercie d'avoir assisté à cet épisode de votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.